Mme Egal. Monsieur le maire, mes chers collègues, alors nous interviendrons en fait à deux pour que ce ne soit pas trop monocorde. C'est pour vos oreilles. Voilà. Donc, le débat d'orientation budgétaire s'ouvre. Non, avec monsieur, avec monsieur Florence. Le débat d'orientation budgétaire s'ouvre ce soir, donc dans un contexte assez différent de celui des années précédentes. En effet, 2020 et 2021 ont été marqués par les conséquences sociétales et économiques de l'épidémie mondiale de Covid, auxquelles se sont ajoutés, en 2022, l'impact du déclenchement de la guerre en Ukraine au mois de février. Tout cela se traduit par une augmentation sans précédent du coût de l'énergie et des tensions multiples sur les approvisionnements, provoquant une forte inflation dans tous les domaines, et notamment des produits courants. Contrairement aux années passées, où nous relevions régulièrement un excès de prudence conduisant à supprimer des budgets utiles pour finalement dégager un très fort excédent, personne n'a pu anticiper un tel renchérissement des énergies et des produits. Cette situation pèse sur la situation financière prévisionnelle à fin 2022 et nous invite à raisonner ensemble sur les précautions à prendre pour les années à venir. Nous tenons à souligner que nous apprécions de trouver enfin dans les documents annexés au débat une analyse à partir du réalisé des années passées et du réalisé estimé à fin 2022, en lieu et place d'une comparaison des budgets. Les informations fournies couvrent 18,6 millions d'euros sur les 23,2 millions d'euros estimés de dépenses. Dommage que l'exercice n'ait pas été complet. D'ailleurs, dans le tableau que vous avez présenté en slide 7, quand on parle d'augmentation des dépenses de 33%, oui, c'est 33% sur 20% du budget. Donc, ce n'est pas l'augmentation des dépenses globales, ce n'est pas le taux d'augmentation des dépenses globales. Donc, voilà, c'est un regret de notre part. Pendant qu'on y était, on aurait eu l'exhaustivité. Ça aurait été bien. Vous avez quand même 55% du reste du budget, c'est le personnel. Oui, j'ai bien compté. C'est bien pour ça que je suis arrivé à 18 millions d'euros et pas à 5 ou 6 là, qui étaient en bas du tableau de la page 7. Ces tableaux font apparaître une baisse de la marge sur le dernier exercice, alors même que le plan d'investissement de la ville est plus important que dans les années antérieures et suppose de dégager donc une marge suffisante pour faire face aux échéances des emprunts nécessaires à sa réalisation. Pour alimenter notre analyse, nous regrettons une nouvelle fois de ne pas disposer d'un bilan et d'une projection démographique. Alors même que la ville affiche « Répondre au recensement, c'est utile pour construire demain », comment décider et orienter nos moyens si nous ne connaissons pas les besoins à venir pour la petite enfance, la jeunesse ou l'accompagnement des seniors, et donc si nous ne disposons pas d'une projection et d'une analyse de la population à au moins 5 ans. D'ailleurs, M. Issakidis a rappelé que la DGF avait augmenté très légèrement de 10 KF parce que la population augmentait. Donc, c'est un facteur qui n'est pas neutre dans l'établissement de nos prévisions. Vous montrez dans vos tableaux que l'écart sur les dépenses provient principalement de l'augmentation de l'énergie et dans une moindre mesure de l'augmentation des dépenses d'alimentation. S'agissant de la masse salariale, l'augmentation de l'indice a pesé sur la masse salariale et vous avez donné quelques autres explications ce soir, sur la masse salariale donc de 2022, mais ce poste ne creuse pas de nouveaux écarts donc en 2023. Alors, vos orientations budgétaires, donc faire des économies de fonctionnement, et je vais passer la parole à Benoît Florence. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Concernant les économies de fonctionnement, nous avons une augmentation de la base locative de 7,1%, qui permet d'améliorer la recette fiscale de 0,8 millions d'euros. L'augmentation du coût des services couvre 0,3 millions d'euros, soit un total de 1,1 million d'euros. De plus, vous proposez de réduire les dépenses de fonctionnement de 450 K euros. Vous faites des propositions pour 220 K euros. Sur quel autre poste proposez-vous de faire porter les efforts et quels en seront les impacts pour les habitants? Généralement, quand on réduit les budgets, on joue en premier lieu sur les dépenses non essentielles qui portent sur les domaines suivants, la communication, les frais de représentation, de manifestation, les prestations d'études. Or, nous ne disposons pas de chiffres sur ces postes. Nous avons vu, par exemple, constater dans le passé que de nombreuses études n'ont pas été suivies de réalisation et auraient pu, à minima, être différées.
Vous réduisez d'un tiers la subvention à l'USMV, alors que cette association gère la majeure partie des activités sportives de la ville. En commission, il a été dit que l'USMV avait une trésorerie confortable pour 2023. Lors de la dernière Assemblée générale, les comptes de l'association présentaient cependant un déficit modéré sur l'exercice. Pour rappel, les cotisations sont établies pour un exercice allant du 1er septembre au 31 août. Si la baisse de subvention devait être reconduite pour 2024, il conviendrait d'ouvrir le débat avec l'USMV bien avant la fin de l'exercice. Par ailleurs, la baisse importante de cette subvention permettra-t-elle à l'USMV de ne pas augmenter ses cotisations et de respecter la convention signée avec la ville, notamment sur les sujets suivants: développer et encourager la pratique sportive des jeunes, accorder des tarifs adaptés aux familles et accueillir des personnes en situation de handicap. Vous proposez de réduire les coûts de balayage, de nettoyage des bâtiments et d'entretien des espaces verts. En commission, Jean-Philippe Ollier a expliqué qu'il obtenait ces résultats en rationalisant les contrats avec les différents prestataires tout en maintenant un service suffisant. En tant qu'élus, nous sommes souvent alertés sur le manque de propreté de la voirie, certes souvent lié à des incivilités, mais qui demandent ensuite une intervention. Ces dispositions pourraient aller à l'encontre des attentes de la population, alors même que vous souhaitez augmenter les impôts, le taux d'imposition. Vous prévoyez de réduire le budget pour le contrat entretien espace vert de 11% par rapport à l'année dernière. Dès ce printemps, la ville pourrait plutôt planter des vivaces qui consomment peu d'eau, et ceci nous paraît indispensable alors que les étés sont de plus en plus chauds et secs. L'utilisation de vivaces pourrait aussi permettre de réduire la fréquence de renouvellement des plantes et donc le coût d'entretien. À moyen terme, et sans doute plutôt pour le budget 2024, les services des espaces verts pourraient être inclus dans la compétence d'agglomération Versailles-Grand-Part, à l'instar de ce qui se passe chez GPSO. Ceci permettrait d'optimiser certains coûts grâce à des volumes d'achat plus importants, par exemple les intrants, les plantes, la terre, et de mutualiser les machines comme les broyeurs de branchage. L'utilisation du broyeur permettant ensuite de faciliter l'entretien. Alors, un autre thème qui a été présenté dans ces documents, c'est maintenir une attention particulière aux personnes fragiles ou fragilisées par le contexte inflationniste. Au sujet des activités facturées au quotient pour les activités jeunesse, comme Arcado, les activités périscolaires, nous avons constaté que les tarifs appliqués dans le budget 2023, sur les tarifs appliqués dans le budget 2023, que si le tarif plafond croît d'environ 6%, le tarif plancher reste stable. Cette décision rejoint le souhait de notre groupe d'avoir un tarif plancher le plus bas possible afin de permettre à tous les jeunes viroflésiens de pouvoir pratiquer ces activités dans le souci de n'exclure personne. Aussi, nous exprimons notre satisfaction de ce gel du tarif plancher. Au sujet de l'aide sociale accordée par le CCAS, les barèmes de l'aide alimentaire ont été augmentés de 8%. Cette augmentation reste inférieure à l'inflation constatée sur les produits alimentaires cet automne, qui dépasse plutôt les 10%. Dans vos prévisions de dépenses, vous inscrivez d'ailleurs une variation de 15,6% pour les dépenses d'alimentation. Par ailleurs, les critères d'attribution limitent l'accès à cette aide. De nombreux témoignages soulignent les difficultés de personnes ayant de faibles rémunérations. L'analyse du reste à vivre devrait permettre d'étendre cette aide à d'autres bénéficiaires. Il en est de même pour les aides accordées par le CCAS pour l'accès à la culture et au sport. C'est le premier poste que les familles éliminent quand le reste à vivre est trop faible. Je repasse la parole à Madame Legal pour la... Merci. Donc, vous pensez recourir donc à l'augmentation du taux de la taxe foncière et dégager à minima 2 500 € d'épargne nette en 2023. Donc, vous proposez d'augmenter de 10% le taux d'imposition de la taxe foncière pour dégager une marge d'au moins, donc j'ai dit 2 500 € dès 2023. Or, l'emprunt décidé en juin 2022 ne devrait être engagé que partiellement en 2023. Est-il vraiment nécessaire d'augmenter le taux d'imposition dès 2023 alors que l'inflation pèse sur le budget des ménages et que la base locative augmente déjà de 7%? Pourquoi ne pas étaler l'augmentation sur les 2 années 2023 puis 2024? Pour rappel, le taux d'imposition communale n'a pas été augmenté depuis 2010, c'est vrai, mais la part départementale de la taxe foncière a grimpé de 5 points entre 2015 et 2018, permettant à Viroflay d'obtenir donc des subventions du département pour faire face aux investissements de la ville
Viroflay s'est bien appuyé au final sur une augmentation de la fiscalité locale pour financer ces projets. Désormais, les deux taxes sont affectées aux communes, c'est donc plus clair. La taxe foncière augmenterait donc en 2023 dans des proportions inédites pour tous les propriétaires à Viroflay. Alors que les anciennes copropriétés tardent à s'engager dans les travaux d'amélioration thermique des bâtiments, cette augmentation de la fiscalité locale constitue un nouveau frein à la décision. Dans le même temps, au niveau de la région, alors qu'en 2022, Valérie Pécresse disait vouloir soutenir financièrement la rénovation énergétique des copropriétés, il semble qu'Île-de-France Énergie ait décidé d'abandonner ses activités à destination des copropriétés. Lors des vœux, vous avez évoqué une exonération partielle de la taxe foncière pour les propriétaires engageant des travaux de rénovation énergétique. Cela suffira sans doute pas pour les propriétaires modestes. En tout cas, c'est une question. S'agissant du plan pluriannuel d'investissement, notre plan d'investissement porte sur de nombreux équipements communaux. Certains, comme les écoles, sont à usage quasi exclusif des Viroflaysiens. Cependant, d'autres intéressent les habitants des communes limitrophes, que ce soit, par exemple, les tennis ou le centre aquatique réalisés ces dernières années, ou le gymnase des Prés-aux-Bois avec son mur d'escalade. Ces réalisations devraient être pensées au niveau de Versailles-Grand Parc ou à minima avec les communes de VGP les plus proches de Viroflay. Le coût de leur réalisation ne pèserait pas exclusivement sur les Viroflaysiens. Lors du conseil municipal du 24 septembre 2020, d'ailleurs, le rapport d'activité 2019 précisait « VGP dispose de capacités d'investissement importantes pour les exercices suivants ». Ne pourrait-on pas solliciter VGP pour ces réalisations plutôt que d'augmenter les impôts? Ajustement du PPI. Le PPI de 2023 propose un nouvel étalement des projets d'investissement et fait également apparaître une augmentation significative des budgets de certains projets. C'est ainsi que le gymnase des Prés-aux-Bois, inscrit en 2022 pour 10 millions d'euros, apparaît en 2023 donc à hauteur de 14. Ceci appelle plusieurs commentaires. Tout d'abord, s'agissant du financement, vous nous avez expliqué en commission que Viroflay pouvait espérer être éligible au filet de sécurité d'une part, mais surtout qu'elle comptait sur la reconnaissance de l'efficacité énergétique sous le label Solar Impulse pour plusieurs de ces projets pour obtenir des subventions. Outre l'emprunt de 12 millions d'euros que nous avons validé en juin 2022, recours à un emprunt à un taux encore raisonnable et que nous réclamions depuis plusieurs années, vous vous intéressez à des green bonds et à d'autres financements privés. Il serait intéressant d'en dire un peu plus dans cette enceinte sur ces thèmes-là, sur ces autres modes de financement. Mais aussi, avons-nous les ressources humaines suffisantes pour piloter autant de projets simultanés? L'histoire nous a montré jusque-là que nous ne parvenions pas à réaliser plusieurs projets importants sur un même exercice. Le cas du gymnase est significatif. L'augmentation des coûts nécessite un approfondissement des offres et du projet, donc d'y consacrer du temps. Le PPI présenté, au moins sur les 3 ans à venir, est-il pour cette raison réaliste? S'agissant des logements sociaux, c'est un tout autre thème. Malheureusement, la contribution de la ville pour surcharge foncière pour création de logements sociaux est très faible et il n'est inscrit donc il y a une contribution seulement sur 2023 et 2024. On ne voit pas de prévision sur les années suivantes. Quelques précisions par ailleurs. Dans les PPI au sujet des recettes, apparaît la recette potentielle de vente du terrain du Pont des Chasses. Nous rappelons que nous demandions que ce terrain reste dans le domaine public. Nous tenons à rappeler que l'ensemble du quartier ouest de la ville, Madeleine, Prés-aux-Bois, d'une part, et à l'est de la médiathèque à Chaville, d'autre part, manquent d'espace de détente et sont loin des forêts. Si la vente de ce terrain était confirmée, elle devrait permettre de développer elle devrait permettre donc d'acquérir et d'aménager un ou des espaces de détente dans ces quartiers à proximité de l'avenue Leclerc. Par ailleurs, la maison forestière n'apparaît pas dans le PPI, alors même que nous l'avons acquise en décembre 2020 et avons mobilisé à cette époque 850 000 euros. Heureusement que ce n'est pas des millions. En conclusion, depuis de nombreuses années, les gouvernements successifs se félicitent de réduire les impôts, baisse des impôts sur le revenu, suppression de la taxe d'habitation, de la taxe audiovisuelle, etc. Alors que parallèlement, les Français déplorent la baisse des services publics. Faut-il rappeler
que l'impôt sert donc à développer les infrastructures et les services nécessaires à la population. La question est donc de savoir si l'augmentation de l'impôt est justifiée, si elle est équitable et comment l'impôt sera utilisé. Et concernant cette utilisation, nous continuerons à défendre en priorité le développement de logements sociaux, les aides aux économies d'énergie, une politique dynamique en direction de la jeunesse, l'accès à la culture et aux loisirs pour tous, le soutien aux plus fragiles et enfin les actions indispensables pour adapter Viroflay au changement climatique. Je vous remercie.